Floride, 2011. Un accident de voiture impliquant une jeune femme, son petit copain et un piéton vaut pour Jolene de finir en prison, à cause d'une machination de son petit ami et de son avocat qui l'ont fait tenir pour seul responsable. Elle se retrouve incarcérée à la prison de Green Dolphin, où elle sera malgré elle prise dans une traque dont elle n'est pas la responsable, entre un vampire décédé depuis 10 ans et un homme dont elle n'a pas vu le visage depuis des années, son propre père, Jotaro Kujo. Après la chasse aux vampires, l'affrontement contre les hommes du pilier, la chasse aux vampires, le thriller paranormal et le passage de films de mafia des années 70, il est temps de conclure cette première timeline de JoJo's Bizarre Adventure. C'est une partie très spéciale du manga, encore plus que les autres, car non seulement elle conclut un arc narratif qui s'est étendu sur plus de 10 ans de parution, mais aussi parce que pour la seule fois de toute JoJo's, le protagoniste est une femme. Et c'est pas quelque chose d'anodin dans la mythologie de Hirohiko Araki. On va se plonger dans cette partie 6 de JoJo's, mais avant ça, si mon travail vous plaît, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Ça me permet d'être mieux référencé dans l'algorithme, et si vous voulez réagir à ce que je vais dire, la section commentaires est là pour ça. Maintenant, on va parler de Jolene Kujo, la fille de Jotaro Kujo, mais surtout celle qui va marquer l'histoire du shonen par son caractère et son développement, dans ce 6ème épisode d'Histoire d'un JoJo. Jolene Kujo est la 6ème JoJo du manga, présente uniquement dans la partie Stone Ocean. Elle est la fille de Jotaro et donc la petite fille de Joseph Joestar, qui pour l'anecdote est toujours en vie à ce moment du manga, selon une déclaration d'Araki. Elle est d'origine américano-japonaise et va vivre toute sa vie aux États-Unis. On peut remarquer à travers son histoire qu'elle a le même caractère que son père. Elle est impulsive, mais fait aussi preuve d'une certaine ingéniosité dans l'utilisation de son stand. Elle a également les mêmes valeurs morales que Jotaro, n'hésitant pas à foncer tête baissée pour sauver un de ses proches. Jolene est aussi impitoyable avec ses ennemis que son père. Elle s'est servie de ses nouveaux pouvoirs pour se venger de son avocat, qui est le responsable de son incarcération par exemple. Mais on peut voir aussi qu'il existe un parallèle entre les deux histoires respectives de Jolene et de Jotaro. Les deux ont méprisé un membre de leur famille, Jotaro considère très peu sa mère dans Stardust Crusader, et Jolene est en froid avec son père depuis quelques années à cause de son absence. Pourtant, ils sont prêts à l'impossible pour les sauver quand ils sont en danger. Oli quand son stand la tue à petit feu, et Jotaro quand Whitesnake le rend catatonique en lui enlevant son stand et sa mémoire. Le lien entre Jolene et son père se ressent donc à travers toute la partie 6. Une sorte de distance bien tangible, mais malgré tout un amour inconditionnel d'une fille pour son père, et inversement. En revanche, je suis étonné de voir que Jolene n'est pas née avec son stand. Étant une fille de manieur, elle aurait dû en avoir un automatiquement, comme ça a été le cas avec tous les descendants de Jonathan, quand Dio s'est fait transpercer par la flèche avant la partie 3. Mais étrangement ça n'a pas été le cas, et il a fallu que Jolene se tranche le doigt avec un bout de flèche envoyé par son père, pour obtenir son stand Stone Free. Avec lui, elle est capable de diviser son corps en fils, elle s'en sert d'abord pour passer à travers les barreaux de la prison, et écouter les sons qui viennent de loin, puisque le son est avant tout une vibration, et que ces vibrations peuvent être captées par un fil, puisqu'il bouge à leur contact. Mais elle en fait une utilisation de plus en plus intelligente au fil des combats. Par exemple, face au père Pucci, Jolene crée un ruban de Mobius pour dévier un coup qui lui aurait été mortel. Mais si Jotaro a décidé de lui envoyer un bout de flèche à ce moment de sa vie, c'est qu'il savait que quelqu'un allait profiter de la situation pour s'en prendre à elle. Et ce quelqu'un n'est pas n'importe qui, c'est un héritier de la volonté de l'ennemi emblématique de JoJo's Bizarre Adventure, Dio Brando. Le père Pucci veut mettre à exécution le plan de Dio, et pour ça il doit se débarrasser de tous les héritiers de la famille Joestar. Et si ce méchant est aussi fanatique et dangereux que charismatique, il a le mérite de pousser Jolene dans ses derniers retranchements, et de la forcer à s'adapter à une facette du monde qui lui était inconnue jusque-là. Quand j'ai lu Stone Ocean pour la première fois, j'ai été marqué par le changement de Jolene tout au long de son combat contre le père Pucci. Elle se caractérise par un courage sans faille, comme les autres JoJo, ça c'est dans leur sang, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas comme ça qu'elle nous est présentée. Avant tous ces événements, Jolene est une fille plutôt insouciante. Elle est délinquante comme Jotaro l'était, mais semble davantage s'amuser que lui, et elle subit dans un second temps une suite de choses qui la ramènent dans un autre monde. L'accident de voiture, la machination de son petit ami pour lui faire porter le chapeau, la découverte des stands, et surtout la traque de Pucci pour éliminer la famille Joestar et devenir Dieu. Et Jolene ne se laisse pas écraser par tout ça. Elle s'adapte à cette nouvelle vie et conserve son caractère de battante. Et le passage d'une vie à une autre, si on peut l'exprimer comme ça, c'est quelque chose d'inédit dans JoJo's Bizarre Adventure. Tous les JoJo dont on a parlé dans cette série avaient déjà leur capacité avant le début de l'histoire. À l'exception de Jonathan, mais il est celui qui a posé les bases de tout le manga et de toute la famille Joestar, donc je pense que son cas est un peu particulier. Comme j'ai pu le dire plus tôt, Jolene a le même caractère que Jotaro, mais ici il est encore plus ressenti, dans la mesure où elle se trouve dans un milieu majoritairement masculin. Et non, je ne me voyais pas parler de Jolene sans évoquer le symbole féministe qu'elle représente dans le monde du manga. Surtout au vu des idées assez progressistes de Hirohiko Araki, j'aurais vraiment raté quelque chose d'important si j'en parlais pas. Il a toujours eu un style qui mettait en avant la féminité et la mode sous toutes les coutures, sans mauvais jeu de mots, ne cachant pas son intérêt pour ces domaines dans ses histoires. Il ne s'est jamais fixé de stéréotypes de genre, et a toujours voulu décrire la diversité de la beauté humaine telle qu'elle peut exister dans le monde réel. Finalement, un JoJo féminin, ce n'était que la suite logique des choses.
Et cette réflexion est encore plus à prendre en compte quand on voit le personnage de Dragona de la partie 9, pour ceux qui sont à jour. Bref, Jolyne est un symbole du féminisme d'Araki, et je vais vous dire pourquoi. L'idée d'intégrer un JoJo féminin ne date d'ailleurs pas de la partie 6. Araki voulait d'abord que Giorno soit une femme dans Golden Wind, avant de rétro-pédaler, sous prétexte que ça se vendrait moins. Et tant qu'on parle de changement, celui d'Anasui, le sociopathe qui tombe amoureux de Jolyne dans la prison, abordait une apparence beaucoup plus féminine la première fois qu'on le voit. Je tiens à préciser que ce ne sont que des spéculations, parce que rien ne précise qu'il était une femme à ce moment-là du développement, mais il est bien possible qu'Araki ait dans un premier temps pensé Jolyne, non seulement comme une femme, mais aussi comme une icône LGBT. Dans Stone Ocean, Jolyne va chercher à s'évader de la prison, mais aussi dans une certaine mesure, d'un système de répression sociale, où les femmes sont traitées comme des objets. Elle s'émancipe aussi symboliquement des hommes, du fait qu'elle est brouillée avec son père, le symbole masculin par excellence. Elle évolue sans son influence et s'épanouit par elle-même, grâce à sa force mentale et les capacités qui sont propres à elle et uniquement à elle. Elle est la preuve qu'elle peut incarner la bravoure des Joestar aussi bien que ses prédécesseurs masculins. Mais si jamais vous n'êtes pas convaincu, rappelez-vous que Jolyne tisse des liens avec plus de personnages féminins que d'habitude dans JoJo's, Hermès et Foo Fighters notamment. Stone Ocean se veut être une histoire dans laquelle les femmes sont les héroïnes, et où la sororité semble plus importante que la force brute. Mais étant donné que vous êtes censé avoir lu le manga ou vu l'anime pour regarder cette vidéo, vous savez que les choses ne se sont pas passées comme prévu, surtout quand on voit leur ennemi. Stone Ocean marque le retour d'un antagoniste emblématique, Dio Brando. Mais même s'il est bel et bien décédé, son héritage n'a pas cessé de perdurer à travers les parties qui ont suivi la victoire de Jotaro contre lui. On découvre comment il a eu son stand dans Diamond is Unbreakable, qu'il a eu un enfant dans Golden Wind, et qu'il a eu un apprenti, et je dirais même plus un confident dans Stone Ocean, Enrico Pucci. C'est lui que Jolyne et son groupe devront affronter. C'est un prêtre officiant notamment dans la prison de Green Dolphin. Il possède un stand, White Snake, qui lui permet de séparer le stand et la mémoire d'une personne, les récoltant sous la forme d'un CD. Il peut rendre impuissant un manieur, ce qu'il a fait à Jotaro au début du récit, mais il peut aussi donner un stand à quelqu'un qui n'en a pas. Il se sert de White Snake pour voler la mémoire de Jotaro, qui possède les souvenirs du journal de Dio, et donc les étapes qu'il avait prévues pour devenir le nouveau maître de l'univers. Vous le savez, Pucci a été sous l'influence de Dio pendant des années, avant les événements de Stardust Crusader. C'est le vampire qui se présente à lui, et qui accomplit ce qu'on peut clairement voir comme un miracle. Il soigne le pied tordu du prêtre, acte qu'on peut facilement comparer à la scène de la Bible, où Jésus rend la vue à un aveugle. Le parallèle est évident, et c'est ce qui constituera la base de la relation entre Dio et Pucci. Pucci considérera Dio comme un ami, un maître spirituel, mais on peut carrément pousser jusqu'à théoriser sur le fait qu'il l'estime comme Dieu en personne. En même temps, le sous-texte autour du personnage de Dio n'est pas très subtil. Son nom veut dire Dieu, et ça a toujours été son objectif premier. La raison pour laquelle il renonce à son humanité au tout début du manga. Et quand Dio a été vaincu, Pucci a juré de reprendre son combat pour faire perdurer sa mémoire. C'est la raison pour laquelle il s'arrange pour que Jolyne soit incarcérée dans la prison où il travaille. Le rapport de Pucci à la religion est un des points centraux de cette partie 6. Si au début ses intentions étaient pures, la mort de sa sœur le plonge dans le désespoir le plus profond. Et c'est ce qui déclenche cette fascination envers Dio, qui se présente à lui à ce moment précis. La guérison de son pied par ce dernier fait que, progressivement, Dio va sembler être la personne à suivre. Le vampire lui explique qu'il existe des forces contre lesquelles les humains sont impuissants, et que son rôle est de prendre la place de ces forces pour créer un monde plus juste. L'idée d'un monde où chaque être vivant connaîtrait son destin et où personne ne vivrait dans la peur ou la confusion, mais qui, dans un sens, les prive de leur libre arbitre, séduit le prêtre. Et Pucci va progressivement se convertir à la cause de Dio, et donc complètement abandonner ses valeurs morales. Pucci a tué, manipulé et corrompu un grand nombre de prisonniers et d'innocents pour arriver à ses fins. Il est dangereux parce qu'il est fanatique. À quoi bon reculer devant des actes criminels s'ils permettent de créer un monde meilleur et que ces actes y seront réparés là-bas? Il n'a pas totalement renié Dieu, mais il estime que sa création est imparfaite, et il veut corriger ce qui ne lui plaît pas. Il est froid et déterminé, et il s'avérera être un ennemi bien plus puissant que Dio. C'est un des antagonistes les plus marquants de ce manga. Même si son apparition est plus courte que celle de son mentor, Enrico Pucci est aussi impitoyable que lui et c'est la plus grosse surprise de cette partie 6, il arrivera à achever son œuvre en créant un monde nouveau et en se débarrassant de ses opposants. À Cap Canaveral, Pucci arrive avec son stand Simoon. La fusion entre son stand et le bébé vert, pour ceux qui ont oublié, a donné naissance à un nouveau stand. Il s'agit de la phase finale de son plan et le stand ultime, Made in Heaven. Pour ceux qui n'ont pas compris ce qui s'est exactement passé durant le grand final, c'est assez simple. Pucci a gagné le pouvoir d'accélérer le temps, ce qui rend inopérant le pouvoir de Jotaro, puisque 10 secondes en temps normal sont devenues 2 ou 3 secondes quand le temps accélère. Avec ce pouvoir, aucun des protagonistes ne peut plus le vaincre et ils se font battre les uns après les autres. La dernière à s'opposer est Jolyne, qui se dresse pour gagner le temps nécessaire pour que Emporio puisse fuir et avoir une chance de s'en débarrasser. La planche du reboot de l'univers est sublime, autant pour le fond, même pour JoJo's on n'avait jamais été aussi loin, que pour la forme.
L'univers renaît après avoir atteint le point de singularité, et Emporio prend un peu la place d'un nouveau-né dans ce tableau. Il est le seul avec Pucci à connaître les tenants et aboutissants de ce nouveau monde. Et Emporio arrive enfin à le vaincre avec le disque de Weather Report que Jolyne lui avait confié un peu plus tôt. L'univers reboot à nouveau suite à la mort de Pucci, et on peut y voir les versions modifiées des membres du groupe, dont celle de Jolyne, qui pour l'anecdote est une référence à un one-shot que Araki a écrit dans les années 80, et qui file tous vers l'horizon. La fin de Stone Ocean est excellente. Déjà, elle permet de mettre définitivement fin au plan de Dio, puisque son ultime héritier est mort. Ça permet de mettre fin pour de bon à cette opposition du manga, les deux camps ont fait égalité. Mais j'estime que la conclusion apporte un message encore plus important. L'univers, et par conséquent le destin de chaque être vivant, est immuable, et ça peu importe le nombre de fanatiques ou de héros qu'on a pu rencontrer. Dans un sens ou dans l'autre, l'univers ne supportera aucune modification, ni de Dio ni d'un Joestar d'ailleurs, sous peine de causer la disparition des principaux concernés. C'est ce qui s'est passé à la fin de Stone Ocean. L'univers a été reboot, mais seulement pendant quelques minutes, puisque Pucci est mort peu de temps après. Les changements de Made in Heaven semblent s'annuler après le décès de son propriétaire. Et une fois vaincu, l'univers reprend son cours, comme si rien ne s'était jamais passé. Et pourtant, ce n'est pas si nihiliste que ça, puisque même si tout le monde a disparu, les seuls personnages qu'on a vus se réincarner dans le nouveau monde, ce sont les Joestar et leur bande. Et cette famille s'est toujours démarquée par le fait de se forger leur propre destin, de se battre pour ce qu'ils estiment juste, et de tout mettre en œuvre pour parvenir à leur fin. La démonstration la plus évidente réside dans le seul survivant de la timeline originelle, Emporio. Il a toujours été peureux, mais a peu à peu gagné en assurance au contact de Jolyne. C'est lui qui finit par vaincre Pucci, et de ce fait, il devient le dernier gardien des valeurs des Joestar. Qui plus est, on peut dire que leurs nouvelles incarnations vivent grâce au combat de la bande de Jolyne. Comme Emporio, elles constituent donc leur héritage, le fruit de leur combat acharné. Mais cette fin a aussi un sens beaucoup plus concret. Après Stone Ocean, Hirohiko Araki prend la décision de changer la classification de son manga. Il a toujours été un shonen, mais voulant probablement traiter ses sujets de façon plus explicite, il choisit de le changer de magazine et de faire de JoJo's Bizarre Adventure un seinen. Et mettre fin à des années de classification, c'est déjà un énorme risque, mais surtout ça se fait pas comme ça. Araki a choisi de mettre fin à l'aventure des JoJo en fermant leur chronologie pour en ouvrir une nouvelle à partir de Steel Ball Run. Bref, cette fin permet d'achever un chapitre de son manga pour repartir à zéro. Pour en revenir à Jolyne, qui est aussi le sujet de cette vidéo, rappelez-vous, elle réussit parfaitement à porter cette ultime partie. Malgré son échec contre le père Pucci, elle a dignement repris le flambeau des autres JoJo's. Elle est une protagoniste qu'on a envie de suivre pour ce qu'elle est, une combattante qui fait preuve d'autant de force que d'intelligence, à l'instar des autres Joestar. Elle n'abandonne jamais et se bat pour ses idéaux, et pour contrer ceux de Pucci. Elle est une héroïne qui mérite sa place parmi les meilleures du monde du manga. Jolyne s'émancipe du schéma classique du shonen, et prouve qu'elle n'a rien à envier à ses prédécesseurs masculins. Même si Stone Ocean n'est pas ma partie préférée, elle est une très bonne conclusion à l'aventure des Joestar à travers les générations. Jolyne a eu la lourde tâche d'être la première JoJo féminine, et à ce jour la seule aussi, mais aussi d'être l'héroïne de la fin de la première timeline. J'estime qu'elle a réussi avec brio ces deux rôles, et qu'elle est une preuve, s'il en fallait une, que la consistance et la qualité d'un personnage, c'est pas une question de genre. Merci à tous d'avoir regardé ce 6ème épisode d'Histoire d'un JoJo, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner juste en bas de votre écran. C'est la meilleure façon de me soutenir et de ne rien rater des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton like, je crois que ça sert à rien, mais ça me fait plaisir. Mais par-dessus tout, commentez pour me donner votre avis. Que vous ayez aimé la vidéo, que vous ne soyez pas d'accord ou que vous estimez que j'ai raté quelque chose dans mon analyse, l'espace commentaire est là pour ça. Sachez que je suis ouvert à la discussion et au débat, et que je lis tous les commentaires qu'on me laisse. Suivez-moi aussi sur mes autres réseaux, surtout Twitter et TikTok, mais en attendant merci d'avoir suivi la vidéo jusque là, merci de me suivre, et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine.